Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Bien voilà, nous y sommes. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Ici, à Nice, dans un écrin architectural magnifique, au centre universitaire Méditerranée, avec un temps, alors je ne vous raconte pas, c'est un temps absolument incroyable. Faut-il peut-être s'en inquiéter? On en parlera de toute façon dans cette émission. Nous allons nous remettre les clés de la ville. Et pour ce numéro 2 de la 3e saison, je suis accompagné, comme il est de tradition, par le rédacteur en chef du Figaro Immobilier, notre ami Olivier Marin. Salut Olivier. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors merci, très heureux au nom de Figaro Immobilier de poursuivre cette 3e saison des Clés de la Ville avec un grand plaisir et toujours le même principe qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. À travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme, qu'il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Et on va le voir à travers des reportages, des échanges, les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir découvert Reims, c'était le mois dernier, nous sommes à Nice, donc au centre universitaire méditerranéen, reçu par une grande figure locale. C'est Anne Ramos, bonjour, adjointe. Bonjour, merci beaucoup pour ce qualificatif. Adjointe au maire de Nice, en charge notamment de l'urbanisme. Au programme de l'émission, on retrouvera nos partenaires. Alors tout d'abord, la séquence La vie ensemble avec notre partenaire Nexity. Nous recevrons Lionel Séropian, qui est directeur général adjoint de Nexity Logement. Nous aurons également, comme chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Et aujourd'hui, pour Nice, nous recevrons maître Sabine Debusigne, qui va nous dresser un état des lieux, un panorama de l'immobilier ancien à Nice, l'évolution des prix, des ventes, mais également des livrets de bons conseils pratiques. Et puis des conseils, on en aura bien besoin à l'heure où on parle tant de sobriété, de rénovation énergétique dans le logement. Elio, spécialiste de la rénovation, sera présent avec Claire Gagnère, sa secrétaire générale, pour nous éclairer. Et puis, fidèle à nos débuts à Nantes, c'était il y a 2 ans, c'est Arkea Entreprise et Institutionnelle qui nous accompagne pour la séquence Parlons Territoire. Aujourd'hui, Norbert Fanchon, qui est du groupe Gambetta, directeur général, sera présent à nos côtés. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Nice, l'édito, c'est à vous. Les Clés de la Ville. Nice, la belle. C'est comme ça qu'on dit « Oh ma belle Nice, reine des fleurs, tes vieilles toitures, je chanterai toujours ». Ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de le dire en patois, mais je vais essayer. Vous êtes d'accord? Oui. « Oh Nissa la bella, oh la meiou bella Nissa, reja deli flou, li tieu veli tolissa, lo canterai toujours ». Oui. Ça va quand même? Ça passe. Ouais, ça passe. Bon, ouais. On va me donner quoi? Du 6 sur 10? C'est facile à penser. Voilà. Je ne me risquerai pas, bien sûr, en langue nissarde de ce magnifique poème de Ménica Rondeli, datant de 1903. Vous le saviez déjà. Bienvenue à Nice, capitale de la Côte d'Azur, ville de 350 000 habitants. Nice, la cité des anges, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2021. C'est très récent. Nice, que l'on peut appeler une ville frontière. Une ville cosmopolite, elle change fréquemment de souveraineté au cours de son histoire. Ligure, grecque, romaine, ostrogoth, romaine, d'Orient, italienne, génoise, provençale, savoyarde, piémontaise et enfin française. D'autant de cultures qui forment aujourd'hui un ensemble niçois qui impacte d'ailleurs toute son architecture. Son histoire remonte à l'Antiquité. La ville aurait été fondée par des Grecs, phocéens venant de Massalia. On parle là du milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, située face à la baie des Anges que longe d'ailleurs la célèbre promenade des Anglais, située dans une cuve adossée au massif du Mercantour. Nice est naturellement abritée du vent, ce qui en fait un site stratégique et très apprécié. La ville s'est développée autour de la colline du château, colline rocheuse qui surplombe la ville. Le rattachement à la France, le 14 juin 1860, entraîne progressivement le développement et l'extension de Nice telle qu'on peut la voir aujourd'hui. On ne peut le nier,
L'histoire de Nice est liée à l'Italie, c'est clair. Au moins jusqu'à son passage côté français, tout commence en 54 avant Jésus-Christ, quand les Grecs appellent les Romains à l'aide face aux attaques répétées du peuple ligure. Conquise alors par la plus puissante Rome, Nice et ses environs font leur premier pas dans la botte. Au cours du Moyen-Âge, Nice se joint à la Grande Gênes, au sein du duché de Ligurie, puis à la Ligue de Gênes, et elle jouit ensuite d'une certaine autonomie propice au développement économique de la ville et de sa région, de son histoire mouvementée entre Gênes et le comté de Provence, entre un statut de vicomté et de république. Retenons que Nice fut également rattachée au comté de Savoie, dont elle fut d'ailleurs la porte d'entrée maritime et principale place forte. Nissa-la-Bella a suscité de fortes convoitises, ça c'est le moins qu'on puisse dire au fil des siècles. En 1860, Napoléon III réclame la ville en échange de son aide dans l'unité athénienne, lui qui ne souhaite pas une Italie réunifiée aux frontières si proche de la France. Le duché de Savoie et le comté de Nice rejoignent donc la France, contre l'avis de la population locale d'ailleurs. L'histoire est en marche et perdure encore aujourd'hui au fil du temps. Nice est devenue une ville dynamique, une capitale économique et culturelle de la Côte d'Azur. Nice a principalement développé les activités liées au tourisme. Je rappelle que c'est la deuxième capacité hôtelière du pays, troisième aéroport de France, et au commerce et à l'industrie bien sûr. À la 6e place du dernier classement de Great Place to Work, vous le saviez Anne, des villes de France, c'est une des meilleures villes où il fait bon vivre. Nice truste régulièrement les premières places des classements équivalents. Nice et sa région, Nice Métropole, première du genre en France, créée pour faire face de manière efficace aux enjeux en matière d'aménagement, en matière climatique, de développement économique, d'écologie et bien sûr d'éducation. Une Nice ambitieuse, poumon d'un réseau de transport interconnecté, avions, trains, autoroutes, au cœur d'un environnement de qualité avec Sophia Antipolis, plus important pôle technologique d'Europe, Nice industrielle, actrice de la première heure du développement général de l'industrie dans tout le département des Alpes-Maritimes. Ville authentique, en pleine effervescence, engagée en faveur du climat. Ville sportive, Nice vous est dévoilée avec l'ensemble de nos invités. Issa, Nissa, je vous propose de regarder le reportage. Nice, ville de passé, de présent et de futur, ville d'histoire et d'excellence. Coincée entre mer et montagne, à l'abri du vent, elle est le symbole de ce French art de vivre qu'est la Riviera. Alors la ville de Nice est une ville qui s'est d'abord construite sur un petit noyau urbain, la colline du Château et le port. Les îlots urbains se sont développés en contrebas de cette colline, laissant la partie économique et industrielle de l'autre côté sur ce qu'on appelle le port Lympia. Ça c'est le noyau initial de ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement le vieux Nice. Nice, ville historique, ville cosmopolite. Nice est une ville tournée vers l'étranger, une ville prisée des visiteurs. Elle qui a vu passer de nombreuses armées militaires, elle est aujourd'hui assiégée par de plus pacifiques touristes. Des Anglais tellement bien implantés que la plus célèbre des promenades de la ville en a pris la nationalité. Première promenade côtière au monde dédiée aux loisirs, la Lungomare degli Inglesi, la fameuse promenade des Anglais, prend sa forme définitive dans les années 50. En passant par l'avenue Jean Médecin, l'artère commerciale de la ville, jusqu'à la place Masséna, une des plus célèbres places de la Côte d'Azur. La place du Palais de Justice, piétonne, est située à l'entrée de la vieille ville. Comme son nom l'indique, elle accueille le Palais de Justice de Nice, magnifique bâtiment de style néoclassique construit à la fin du 19e siècle. Si vous passez par la place Garibaldi, en bordure du vieux Nice, arrêtez-vous et observez ce lieu emblématique. Plus vieille grande place de la ville, construite en 1773, elle est aujourd'hui semi-piétonne. Enfin, comment ne pas s'arrêter? Place Rossetti, située au cœur de la vieille ville, incontournable et pittoresque. Considérée comme le cœur touristique du vieux Nice, elle abrite la cathédrale Sainte-Réparate depuis le XVIIe siècle.
Donc c'est vers l'ouest que la ville va s'étendre, avec notamment une référence qui est ce qui est aujourd'hui devenu l'aéroport, ne cessant de se développer et ne cessant finalement de fabriquer autour de l'aéroport un nouveau quartier qui aujourd'hui a pris tout son envol avec des bâtiments tout à fait modernes qui ont été construits ces dernières années. Nice s'est largement étendue jusqu'à même dépasser le Var, qui est un fleuve qui balisait la frontière, puisque c'est construit du côté de Saint-Laurent-du-Var, notamment le centre Cap 3000, un des plus modernes drugstores de la France de ces années-là, qui va devenir un pôle d'attractivité, notamment pour le commerce, pour les activités de loisirs. Dans ce développement, au-delà des collines, a connu aussi une expansion plus récente dans ce qu'on appelle l'éco-vallée, nouveau lieu, un lieu d'activité multiples et variés, notamment évidemment avec le stade Allianz Riviera qui a été créé en 2013, il y a une dizaine d'années. On voit sur ce lit du Var l'émergence d'une nouvelle ville, en fait une ville moderne qui d'une certaine manière offre le Nice de demain. Nice et sa vieille ville, ses rues étroites pavées, ses bâtiments aux couleurs chatoyantes, au ton pastel, ses textiles provençaux, ses odeurs de viande et de fromage. Ville d'histoire, ville d'économie, ville d'excellence, bienvenue à Nice. Merci, applaudissements pour Alexandre Burkhardt, Fabrice Coustet et Grégoire Darico pour ce très très joli reportage. Je l'ai trouvé très émouvant. Vous avez aimé ces images qu'on a tournées sur votre ville ? Absolument, absolument. Je crois qu'elles ont vraiment bien sublimé notre ville. Merci en tout cas. Anne Ramos, vous êtes adjointe au maire de Nice, Christian Estrosi, vous êtes dans l'équipe municipale et vous êtes en charge de l'urbain et du foncier. On va en parler bien évidemment avec Olivier Marin. Dans un premier temps, Olivier, comme il est de tradition, la première question, vous la posez. Alors, on va voir justement ces grands projets d'aménagement. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, on rebondit sur l'actualité. C'est le papier que vous avez devant vous. C'est en fait, venez de mettre en place, c'est tout nouveau, une charte pour la qualité architecturale et la performance écologique des bâtiments. C'est une charte qui a été conçue avec l'ensemble des fédérations professionnelles et qui va s'imposer en fait à tous les promoteurs avec des normes en matière de végétalisation, de confort thermique, de performance énergétique, tout en respectant l'identité de la ville. Vous voulez en finir avec le tout béton ? Écoutez, oui, on veut en finir avec le tout béton. Et de toute façon, c'est totalement dans la ligne de conduite que Christian Estrosi a initiée dès 2008, puisque je rappelle qu'à l'époque, son slogan de campagne, c'était « Nice, ville verte de la Méditerranée ». Et donc, en fait, nous sommes extrêmement attachés à préserver le passé. Vous l'avez fort bien montré. Et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs ce magnifique classement à l'UNESCO récent, mais qu'on va s'attacher à conserver parce qu'il ne s'agit pas de l'avoir. Il faut aussi ensuite prendre toutes les mesures qui s'imposent pour le conserver. Et puis en même temps, bâtir la ville de demain, mais avec évidemment de nouvelles préoccupations. Moi, j'ai pris mes fonctions post-Covid, donc évidemment, les exigences des habitants étaient montées un petit peu en gamme. Donc, le tout béton à Nice, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, mais en tout cas, faire en sorte que chaque projet, chaque opération soit porteuse de nouvelles vertus. Voilà, nouvelles vertus en termes d'environnement, en termes de qualité architecturale pour être à la hauteur du passé, et puis également dans une dynamique, parce qu'on ne veut absolument pas interrompre la dynamique, faire en sorte, en associant la profession, de réfléchir ensemble à tout ce qu'il faut maintenant pour faire que la ville soit toujours aussi belle, avec tous les concepts récents et modernes auxquels on a envie de s'attendre. On le sait d'ailleurs de plus en plus, les maires, les métropoles sont confrontés à ce que j'appellerais, moi, vous savez, parfois des injonctions, des contraintes opposées entre l'urgence climatique, les problèmes de pression démographique, parce qu'il faut, je sais que vous avez le souci de loger vos administrés, et on sait qu'il y a une pression foncière très forte, et on vous comprend, de réinviter la nature en ville, de renaturer en fait la ville. On appelle ça de la renaturation. Je ne sais pas si le terme est. Si, c'est le terme. Voilà, c'est le terme. Je le trouve pas hyper poétique, mais on va dire on va renaturer la ville. On va dire réinviter la ville, réinviter dans la ville la nature. Depuis le début de l'année 2022, on sait que vous êtes sur un projet d'extension de la promenade du Paillon. Je sais que vous y êtes beaucoup attaché, et elle est présentée. C'est comme ça qu'on la présente, comme le poumon vert de la ville.
on peut le dire comme ça. C'est 8 hectares. C'est extrêmement attractif. Est-ce que vous pouvez nous donner les clés et les détails de ce projet ? Absolument. Alors c'est vraiment effectivement le projet fort de la mandature, hein, c'est de prolonger, parce qu'en fait c'est la promenade du Paillon saison 2. On en a déjà une qui aujourd'hui est d'ailleurs prise d'assaut et ça correspond d'ailleurs aux attentes des familles et des habitants. On a besoin de lieux effectivement de respiration, de verdure, de qualité de vie. Donc la principale mission effectivement, en tout cas en ce qui me concerne, ça va être de livrer cette deuxième partie de coulées vertes, de promenade du Paillon, avec cette fois-ci des espaces végétalisés encore plus importants. On appelle ça la forêt urbaine, c'est un petit peu notre objectif. Et elle va s'étendre sur 8 hectares. On ne s'arrêtera pas là, puisqu'on a quand même un souci d'aménagement équilibré de la ville. Donc on livre aussi dans le mandat et un petit peu après le mandat un grand parc à l'ouest de la ville, puisque vous parliez effectivement de la plaine du Var comme notre nouveau terrain de développement, et c'est exact. Mais on va le livrer avec d'abord des transports en commun qui sont déjà en place, et puis un grand poumon vert de 30 hectares. Voilà. Alors, vous avez aussi désenclavé des quartiers. Moi, je pense au projet emblématique du quartier de l'Ariane que vous avez désenclavé. C'est un formidable projet. C'est réinscrire finalement un quartier qui était un peu délaissé dans la ville elle-même, et je trouve ça remarquable. Est-ce que ça fait écho aussi au programme notamment d'intérêt national, vous savez, de l'Éco-Vallée ? On a l'impression véritablement qu'il y a une prise en compte de cette urgence climatique. Est-ce que c'est parfois au détriment de fonciers qui pourraient être bâtis ? Est-ce que vous arrivez à conjuguer les deux, entre un urbanisme raisonné, sobre, une vraie sobriété foncière, et en même temps cette nécessité, effectivement, vous avez raison, d'aller vers plus de nature en ville pour rétablir ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur? Alors évidemment, il y a plusieurs axes pour pouvoir parvenir à cet équilibre, hein. D'abord, on travaille effectivement quartier par quartier. Nice, c'est une agglomération de quartiers, bien sûr, comme d'autres villes. Donc aucun quartier n'est laissé au hasard, et chaque quartier est porteur et d'espaces verts et de projets d'aménagement et de construction. Pour ce qui est de la plaine du Var, on est totalement en partenariat avec évidemment l'État, hein, puisque c'est une opération d'intérêt national. Il y a des référentiels extrêmement exigeants. Et, comme donc, le fameux ZAN notamment. Le ZAN, c'est encore autre chose, et ça va être encore plus exigeant. Ah, ça, c'est clair. Mais disons qu'on a, des tas d'opérations qui sont faites véritablement avec tous ces nouveaux principes, où on dégage à la fois des équipements publics, puisque ce sont des ZAC. Donc on livre à la fois les équipements, les voiries, tout ce qui est nécessaire à l'équipement d'un quartier. Et puis évidemment les logements, parce que vous aviez raison, on a absolument besoin de loger les habitants, mais aussi des services, des dispositifs un peu différents, un peu modernes, avec du co-living. Enfin, je pense que d'autres en parleront mieux que moi tout à l'heure. Donc tout ça fait que aujourd'hui on construit des nouveaux quartiers sur la plaine du Var, et on le fait avec de nouveaux principes. Donc là, on anticipe clairement sur tout ce qu'on n'a pas peut-être pu faire ailleurs, et on fait en sorte que toutes les composantes soient là. Ensuite, sur d'autres quartiers comme Nice-Est, on reconstruit sur la ville. Et là, en fait, on reconvertit des sites industriels. Donc, on a encore du foncier en reconversion, et avec de nouveaux modes de réflexion sur comment on peut arriver à faire tout ça. On a aussi toute une série de réflexions sur les surélévations. Voilà. Donc c'est pas rien, c'est très varié. Il y a des pistes foncières, mais il y a des vraies pistes à retravailler entre oui. des friches industrielles, des friches effectivement, puis de la déconstruction pour reconstruire effectivement la réalisation. Olivier Marin. Faire de Nice aussi, vous voulez en faire la capitale européenne de la culture, une ville où la qualité de vie est unanimement reconnue. Alors c'est la création donc d'espaces verts un peu partout dans la ville. Il y a le projet de création donc du parc 40 hectares dans la plaine du Var. Alors construire, oui, mais faire en sorte que les grands projets soient au service de la proximité des pôles urbains, proches des habitants. Ça passe par créer des services, des équipements, des commerces, faire que la ville soit toujours aussi belle. Est-ce que Nice peut rester une ville jardin et éviter les déplacements inutiles, avec la chance du climat, maintenir en fait le cadre de vie? L'ambition, en fait, et je vous ai entendu en parler, de rendre les gens heureux. Vous avez déclaré récemment vouloir faire de Nice la ville du bonheur. Quelle est la recette ?
Écoutez, je crois que ça recoupe ce que vous venez de dire. C'est effectivement faire en sorte que les gens puissent trouver ce dont ils ont besoin à proximité, éviter des longs trajets. Alors, on a équipé la ville en transport en commun, hein. On a fait la ligne 2, on a fait la ligne 3, on est en train de se pencher sur la 4 et la 5. Donc, innerver la ville avec des transports en commun, c'est déjà quelque chose qui participe au bonheur parce qu'on n'est pas obligé de prendre sa voiture, on n'est pas stressé le matin, c'est déjà très important. Les trams vertes, tous les couleurs bus reconvertis en trams vertes, donc ce qu'on disait, renaturer la ville. Et puis effectivement, comme vous disiez, en faisant un petit peu allusion à la ville du quart d'heure, bon, même si c'est des concepts voilà, qui peuvent être débattus, mais oui, de prévoir les équipements qui vont bien, les crèches, les écoles, voilà, tout ce dont la population a besoin pour s'épanouir et ne pas avoir toute la journée à faire du pendulaire, à s'agiter dans tous les sens. Je crois que c'est ça la ville du bonheur, c'est se mettre au service des citoyens et réfléchir la ville de manière à ce qu'ils trouvent tout ce dont ils ont besoin, mais à proximité. Alors justement, la question, j'allais dire, de la démographie est importante, puisque vous avez cette chance dans votre ville, dans la métropole, d'être attractif, on est d'accord, vous attirez du monde. Oui, on est attractif. Vous avez un positionnement démographique qui donnerait envie à n'importe quelle grande métropole. On comprend pourquoi, je vous le dis les amis, on comprend vraiment pourquoi. Venez faire un tour, ça vaut la peine. Donc forcément... Mais c'est pas que lié au soleil. Alors, hein, il n'y a, voilà. a pas que le climat, Donc il y a le tout soleil, un ensemble. Le soleil est très important et oui, c'est vrai je pense qu'on vit plus heureux au soleil et donc on attire forcément des gens. Mais oui, mais en même temps, justement, Christian Estrosi, dès 2008, et ça a été tout au long des mandats successifs de la municipalité, a tout mis en œuvre et a fait en sorte de vouloir être attractif, y compris pour l'économie. Voilà, on est vraiment dans le développement durable. D'un côté, on préserve tout ce qu'on peut préserver et on renature la ville, on la reverdit, mais en même temps, on reste attractif, donc on ne freine pas l'activité. On est en dialogue permanent, justement, à la Fédération des promoteurs, avec tous les acteurs de l'acte de bâtir, et on réfléchit ensemble. Et en fait, c'est cette fameuse charte bâtir ensemble la ville. Voilà, on essaye vraiment d'associer tout le monde pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice, soit conscient des enjeux, parce que la transition écologique, c'est quand même l'enjeu pour tous et pour nos enfants. Et en même temps, on constate quand même que finalement, ça marche parce qu'on est attractif. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a aujourd'hui de plus en plus finalement de gens de l'extérieur qui viennent s'établir à Nice. Et puis grâce à la Covid et au télétravail, finalement, pilotent un peu leur entreprise à distance et choisissent la qualité de vie. Et on offre la qualité de vie à Nice. Je vous propose, Madame Ramos, que nous écoutions justement la voix des professionnels par des séquences. Et nous allons écouter dans quelques instants c'est la vie ensemble avec le groupe Nexity. On va parler de promotion immobilière et de construction neuve. On va accueillir sur le plateau Lionel Séropian. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Oui, nous accueillons Lionel Séropian. Bonjour Lionel. Bonjour. Directeur général adjoint de Nexity Immobilier Résidentiel. Merci d'être avec nous, d'avoir fait le chemin. Vous êtes basé à Marseille. Merci d'être avec nous. On a préparé cette émission, Lionel, et je profite de votre présence, Madame Ramos, que je vous ai demandé, est-ce qu'on construit à Nice, Lionel? Vous qui êtes un spécialiste de la construction. Alors bien sûr qu'on construit à Nice. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on construit suffisamment à Nice pour que les Niçois soient bien logés et soient tous logés? C'est notre question, c'est la question. Donc je crois que Nice est une ville dynamique qui fait partie d'une métropole qui l'est aussi, puisque de nombreux projets voient le jour et sont portés par les collectivités, et ça c'est très bien. Ensuite, sur la question du logement, on ne construit jamais assez. Pourquoi ? Parce que nous rencontrons bien évidemment des difficultés qui s'opposent à nous, des difficultés administratives, des difficultés de nature privée. Et je crois vraiment qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est en véritable marché de pénurie, puisque la production de logements neufs, il s'agit de ça, et je sais vous en parler un petit peu, sur le département du 06 et puis sur la métropole, et dans une tendance qui est relativement baissière, puisqu'on est passé... Il en faudrait combien, justement, si on voulait atteindre... En fait, si vous voulez, on se base surtout sur je vais parler du PLH, qui est quand même un document de référence qui doit, à mon avis, être la base des réflexions que vous menez sur la politique du logement.
d'une manière générale sur la métropole. Donc le PLH annonce entre 2017 et 2022, vous m'arrêtez Anne si je ne suis pas précis, mais environ 3500 logements sur cette période-là par an. Donc je pense qu'on en est loin, puisqu'on doit être autour du millier. Oui. Autour de 1000, c'est ça, autour de du millier. Ouais. 1000 sur la métropole. Sur la métropole. Oui, sur la métropole. Alors les chiffres du PLH sont bien évidemment à tempérer, mais voilà, je crois que il nous en manque un petit peu parce qu'on le mesure à la fois sur les demandes de logement et dans toutes les gammes de logements, puisque dans le parcours résidentiel, que ce soit du logement aidé, de la primo-accession ou de l'accession secondaire, je pense qu'on a une vraie pénurie, donc une pénurie qui bien évidemment fait monter les prix, puisque les prix, et comme dans toutes les métropoles, Nice n'a pas une spécificité sur les prix, indépendamment du fait qu'elle soit attractive et que l'héliotropisme forcément attire d'autant plus. Prix moyen dans le neuf, justement. On est environ entre 5002 et 5005. D'accord. Dans le neuf. Dans le neuf. Oui, on se situe quand même dans les fourchettes assez hautes au niveau national. Hein. Oui, assez. Oui. Parce qu'on a une moyenne nationale des prix de l'immobilier de neuf à 5642 en moyenne, hein, maintenant, avec chacun y va parfois de son observatoire, mais on reste quand même sur des prix qui sont assez hauts, Lionel. Oui, absolument. Mais ça s'est accéléré avec la crise du Covid. Et ça, vous avez senti. Enfin, c'est accéléré. Qu'est-ce qui s'est accéléré? La hausse des prix ou la baisse de la production? Un peu les deux. Ça, c'est très bien. Les deux, mon capitaine. Oui, absolument. Absolument. Oui, elle s'est accélérée. Après, le post-Covid, puisque l'année 2020 a été une année forcément très basse en termes de vente et de mise en vente. Bien sûr. Donc il y a eu une reprise relativement importante en 2021, donc les chiffres sont un peu biaisés, mais la tendance depuis 2018, indépendamment de ce pic, est relativement baissière. Alors, on a des quartiers, et je vais vous demander ensuite, si vous voulez bien, j'en finis juste avec l'accès au logement, puisqu'on vous m'avez posé la question. Donc, l'accès au logement, aujourd'hui, il est à la fois cet accès au crédit qui devient de plus en plus difficile, ce manque d'opérations, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, donc parce qu'on a une véritable manque d'offres dans tous les secteurs. Oui. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec les notaires. Et le notaire en parlera mieux que moi. Et donc forcément une hausse des prix. On a l'impression que c'est une double peine, vous savez. Ouais, je sais pas un manque de logement cruel parce que le foncier est rare. Des conditions d'octroi de crédit, je vous donne juste un chiffre, vous le savez, ça a triplé quasiment depuis janvier. Des taux d'usure qui traînent et qui peinent à refléter l'état actuel de l'économie. Ça ne va pas être facile en ce moment, Lionel. Non, c'est pour ça qu'on redouble d'inventivité et qu'on réfléchit avec il faut s'adapter, il faut anticiper. Mais justement, dans ces conditions, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités? C'est la question que je voulais vous poser. Quels sont, selon vous, Lionel, les quartiers qui bougent et qui se transforment, sur lesquels, on va dire, si on a des investisseurs qui nous écoutent, si on a pour pouvoir justement rendre attractif encore plus cette ville? Anne en a parlé, et puis elle en parle bien mieux que moi, bien évidemment. Mais en fait, Nice a cette chance d'avoir une OIN, une opération d'intérêt national, qui a une planification relativement vertueuse en matière d'environnement, en matière d'espace libre, en matière de récréation. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce type d'opération dans le quartier, dans cette partie de la ville. Et ensuite, un centre-ville, les quartiers Est, si je peux me permettre, où il y a une espèce d'équilibre pour considérer que cette ville ne doit pas être une ville nouvelle, mais qu'elle est rééquilibrée par un centre-ville duquel on s'occupe. Donc, qui est une forme d'équilibre entre je construis la ville de demain, durable, dans laquelle on s'inscrit forcément en tant que professionnel, puisque c'est l'ADN de Nexity que d'imaginer la ville de demain, bien évidemment avec des économies de charge, des constructions. J'ai entendu pas tout béton tout à l'heure. Je crois qu'on a été les premiers à construire un immeuble de bureau qui abrite le siège de Nexity dans cette éco-vallée. Qui est en structure bois, avec un exosquelette en métal. Il y a très peu de béton, il y a quelques noyaux d'ascenseurs, forcément c'est nécessaire pour des raisons sismiques en tout cas, et avec des parkings déportés. Donc je crois vraiment que cette partie de la ville est une véritable vitrine de ce qu'on doit faire, et en même temps il y a un tissu ancien qui lui est à requalifier, reconquérir, transformer, et dans ce contexte-là, l'opérateur immobilier que nous sommes
travaille sur ces sujets aussi de transformation de la ville existante, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et justement, avec vos métiers qui évoluent, Lionel Séropian, dans une interview à la Tribune en 2016, vous disiez à propos des territoires en mouvement et des projets innovants dans les quartiers que pour l'architecture, l'intégration des nouveaux logements et de l'existant, l'immobilier, vous disiez, c'est du bon sens. 7 ans après, j'imagine que c'est toujours le cas, mais surtout dans vos métiers qui évoluent, quels sont... On a des archives. Ouais, on a des archives, on trouve tout sur Internet. Quelles sont les grandes tendances, les évolutions dans vos métiers qui évoluent sur à la fois les contraintes, les attentes et les nouveaux usages? Alors, l'immobilier, c'est du bon sens, l'urbanisme, c'est du bon sens. Vous parliez tout à l'heure de la ville du quart d'heure, qui est un concept très intéressant, mais c'est un métier d'urbaniste. Donc, concevoir une ville ou concevoir un projet, c'est bien évidemment tenir compte de l'existant et du déjà là, ce qui est un terminologie relativement à la mode. On entend de plus en plus. On l'entend de plus en plus, mais effectivement, c'est du bon sens parce qu'on va construire, et puis avec l'équipe d'Anne, on a des projets en cours, donc on les a co-construits en réfléchissant sur l'existant, sur ce qui s'y passe vraiment. Donc oui, c'est du bon sens. On tourne les logements vers le soleil. On ne construit pas des résidences étudiantes qui ne sont pas accessibles par des transports en commun, etc., etc., etc. Donc oui, l'immobilier, c'est d'abord, et l'urbanisme, c'est du bon sens au sens large du terme. Ensuite, comment on accompagne cette transformation de notre société qui, forcément, l'immobilier se transforme également. Donc il se transforme par différents modèles. Le modèle du co-living, on l'a évoqué, puisque on ne peut pas se payer un logement quand on est très jeune et quand on sort de ses années étudiantes. Donc on a le choix de pouvoir partager un logement, donc ça revient moins cher. On a le choix, et puis les autres interlocuteurs qui passent après moi en parleront mieux que moi, de démembrer la propriété, ou alors d'avoir des systèmes qui permettent les collectivités s'engagent aussi dans des formes de fabrication de logements pour primo-accédants, parce que dans le cadre de la charte, au-delà de ce qu'on évoquait sur les matériaux, sur les espaces communs, sur la frugalité des usages, on a aussi cette volonté de loger les actifs d'un territoire. Et je pense que c'est la base de notre métier, c'est essentiel et déterminant que de pouvoir loger. Quand vous dites les actifs, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez rapprocher le lieu d'habitation du lieu de travail pour favoriser à la fois une meilleure mobilité. Et effectivement, le principe qu'on pourrait ajouter, c'est effectivement d'avoir, vous le disiez d'ailleurs sous-jacent tout à l'heure, plusieurs centralités qui permettent d'avoir cette fameuse ville et éviter du quart d'heure. Je vais vous demander, Anne, de bien vouloir commenter, mais la dernière question que je voulais poser en complément pour pouvoir commenter, c'est quels sont les projets, pour être très concrets, en cours, que vous avez dans la région? Alors, j'ai cité le siège de Nexity qui s'appelle le Palazzo, et que je vous invite tous à visiter. Superbe. Voilà. Je vous invite vraiment à le découvrir. Je vous en remercie. Vous avez fait un modèle d'architecture. C'est le siège. Alors, l'architecture, c'est une notion... on aime ou on n'aime pas. Oui. Ouais, mais... ça, c'est vrai. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime. Moi, j'aime aussi. Moi aussi. Merci. Voilà. Ouais, problème. Donc, c'est notre bâtiment emblématique, donc on en a parlé. Ensuite, on a co-construit, je pense qu'on peut le dire, avec vos équipes, une résidence étudiante qui se situe route de Turin, où il y a un peu plus de 100 logements étudiants. Ah, quand même. Ouais, oui. C'est bien. Donc, ils sont en cours de commercialisation. Donc, on a eu notre permis de construire. Avec des petites exigences. Il a été... des exigences. Les petites exigences. L'essentiel, c'est de de ma l'avoir. part. L'essentiel, c'est de l'avoir. Voilà, il a été signé. Hein. Ça devient, c'est rare. Non, mais on a souvent des débats avec les promoteurs, parce que moi, je plaide beaucoup pour qu'il y ait, notamment quand il y a 100 unités, qui est un peu le seuil de rentabilité, et il faut aussi que les modèles économiques fonctionnent, sinon, voilà. Ça n'a pas de sens. Mais qu'il y ait quand même des grands espaces communs pour que les étudiants ne soient pas calfeutrés dans leur chambre, mais puissent également échanger, travailler dans des espaces communs. Donc, alors, je mets un petit peu ma patte sur les permis en leur demandant... Alors, non, mais je ne dis pas que vous êtes mauvais élèves, pas du tout. Et ensuite, voilà. Et de notre côté, on a aussi balayé devant notre porte parce qu'on avait exigé dans nos documents d'urbanisme des locaux vélos, et il en faut, puisqu'on est aussi la ville du vélo et qu'on crée énormément de pistes cyclables, mais qui étaient démesurés et qui ne permettaient pas justement la concomitance de tout ça. Donc, que valait-il mieux? Une cafétéria, un espace de restauration ou des locaux vélos? Bon, alors on a un peu réduit nos
exigences, on a revu la manière de les accrocher, et du coup, les deux sont faisables. C'est bien, c'est le dialogue, c'est la concertation. C'est la co-construction. Et la flexibilité, absolument. Voilà. Dont vous avez fait preuve. Alors j'y rajoute, parce que cette co-conception, elle est d'autant plus intéressante que Nexity va gérer la résidence par Studéa, parce que c'est une filiale du groupe. Et donc on s'est engagé aussi sur un modèle de pérenne, puisque c'était une inquiétude, parce que bien évidemment les résidences étudiantes qui ne sont pas pérennes, Nous allons parler de bien et parler bien avec les notaires. C'est notre prochaine séquence. Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat. En tout cas, merci beaucoup. Et afin de décrypter l'évolution du marché immobilier ici à Nice, faire un tour d'horizon des différents quartiers, comprendre où en sont les prix, les transactions, mais aussi délivrer des conseils pratiques. Donc on est très heureux de vous recevoir, maître Céline de Busigne. Tout d'abord, peut-être 2 chiffres clés. Le premier chiffre clé, c'est 5300. Comme 5300 €, ça c'est le prix moyen au mètre carré d'un logement ancien à Nice. C'est quand même une augmentation de 5% sur un an, c'est pas négligeable. Deuxième chiffre clé, 610 000 €, prix moyen d'une maison ancienne à Nice. Et là aussi, c'est une hausse de 8% sur un an. Alors vous qui, à travers votre étude, signez les actes authentiques de vente des maisons, d'appartements avec vos confrères, comment se porte ce marché immobilier niçois? Est-ce qu'il y a toujours une forte activité, ou vous sentez, comme on entend aussi, ça et là, une forme de ralentissement? Depuis quelque temps. En fait, c'est lié au taux. En fait, c'est lié au taux d'emprunt, avec le taux d'usure qui a bloqué beaucoup de dossiers. Ah oui, le taux d'usure, ça a été une galère totale. Plus l'inflation. Mais on va dire quand même que le marché niçois, en tout cas pendant cette dernière année, a connu une croissance très importante, et quels que soient les produits, quel que soit le quartier, on peut dire que c'est unanime. Les maisons, alors c'est assez surprenant, parce que les chiffres, quand on prend le taux moyen, parce qu'on peut prendre des médians, enfin on peut prendre différents taux, heureusement le prix n'est pas toujours de 5 500 €, sinon nos actifs ne pourraient pas acquérir. Et les maisons, j'aimerais bien que les maisons soient à 600 000 €. Elles sont en général largement supérieures à ce prix-là. Mais ce qu'on a vu, en fait, moi en tant que notaire, ce que je vois, c'est que c'est surtout l'effet Covid. L'effet Covid, pourquoi? Parce que, comme on l'a démontré aujourd'hui, Nice est vraiment une ville très attractive, parce que c'est déjà un carrefour. Il y a l'aéroport, vous avez la montagne à côté, la mer, l'Italie. Et en fait, j'ai beaucoup de jeunes, des start-up, des jeunes entrepreneurs qui, avec l'effet Covid, sont prêts à faire deux lieux de vie, en fait, notamment Paris ou d'autres endroits, et venir s'installer ou installer la famille à Nice, avec les développements qu'on a également au niveau des structures. Et ça, c'est un effet très important. Et eux, malheureusement, ou heureusement, comme on peut voir, mais ils ont un pouvoir d'achat qui est plus important que l'actif moyen à Nice. Et c'est ça qui a maintenu le prix de façon très élevée. Alors pour autant, là on peut rassurer d'autres personnes, on a encore des prix, j'allais dire, normaux pour la ville de Nice. Abordables, entre guillemets. Surtout qu'on est quand même... Alors, on peut avoir l'impression, pardonnez-moi, mais on peut avoir l'impression, comme dans d'autres villes, mais est-ce que c'est un phénomène irrusine, qu'il y a une forme de gentrification, si vous voulez, naturelle, qui se crée et qui donc exclut de facto, pour des raisons économiques, des populations qui s'éloignent peut-être aussi même de l'emploi et ne trouvent plus à se loger parce qu'ils n'ont tout simplement plus les moyens, vont sur des quartiers différents, moins bien connectés, peut-être moins bien raccordés. Oui, mais est-ce que vous avez cette impression ou pas? C'est souvent... Oui, non, mais en fait, c'est un facteur... comme les gens sont relativement jeunes par rapport à ce que j'ai pu connaître quand j'étais plus jeune, en fait, effectivement, il y a un petit report sur certains quartiers. Mais du coup, ces quartiers, ils s'emballent, ils se rénovent. Alors, on a typiquement la Libération. La Libération, d'ailleurs, tout le boulevard Joseph Garnier, c'est des immeubles qui sont en soi magnifiques. Et puis, c'est des actifs, effectivement, qui sont plutôt plus centre-ville. Mais ils achètent, ils rénovent, et les prix augmentent, et le quartier s'embellit. Et on le voit très, très bien aussi dans le quartier du Port, qu'on appelle aujourd'hui le Petit Marais. Oui, ce que vous me disiez, ça c'est en forte progression. Mais c'est les prix. Moi,
traditionnellement, c'est vrai que c'était vraiment le quartier niçois, un peu la base du vieux Nice qui s'étendait. Et on avait des appartements qui faisaient 10 pièces avec les toilettes sur le balcon. En fait, c'était très populaire. C'était ville balnéaire, ville portuaire. Exactement. Par nature, des villes très portuaires, il y avait beaucoup de... Absolument. Et en fait, donc ces quartiers dont les prix moyens étaient plus bas que le centre-ville, eh bien, ils sont pris d'assaut par les actifs et ils sont rénovés et ils s'emballent. Et aujourd'hui, on a des prix qui ont largement augmenté. Et ceux-là, donc vous dites, qui achètent, qui rénovent pour habiter ou pour mettre en location, pour voire habiter. sur des plateformes Alors franchement, location, c'est plutôt centre-ville. Enfin, on peut en discuter, Ouais. mais moi, ce que je vois, c'est certains. Alors, il y a les investisseurs, mais les investisseurs c'est un peu la partie Airbnb. Qui connaît une forte croissance ici à Nice, même si la politique de la mairie de Nice est d'essayer de freiner un peu cette avancée. Vous les régulez Oui. C'est un vrai sujet. Absolument. Mais Non, mais allez-y, Madame Ramos. C'est vrai que c'est un sujet et oui, je vous entends parfaitement sur des quartiers qui véritablement sont pris d'assaut par les Niçoises et les Niçois ou par des personnes venues de l'extérieur pour s'installer à Nice. Non négligeable, hein, vraiment. Ouais. Mais après, on a aussi certaines rues dans ces quartiers-là qui sont prises d'assaut par les investisseurs. Et effectivement, on a ressenti le besoin à un moment donné de réguler un peu la chose et de dire attention, on ne veut pas non plus que finalement la population à l'instar de installée... Paris avec 120 nuitées. Ah oui, c'est ça, c'est Mais vraiment... réguler, c'est-à-dire en fait de limiter, de déclarer comme à les Paris. choses à la maison de l'habitant, enfin voilà, de vraiment regarder ce qui se passe, Déclaration, 120 nuitées par an. voilà, et faire en sorte que ça ne se généralise quand même pas trop, parce qu'après, ça a des effets pervers. Donc, ça retire des logements vides. Absolument. Des habitants. Alors, on a aussi des touristes à loger, pas de souci, mais il faut qu'il y ait un équilibre en toute chose. Et donc, ce que j'entends sur les prix me rassure aussi, parce que même s'ils sont élevés et créent des difficultés, effectivement, pour les actifs, on voit bien que justement, c'est un peu dans tous les quartiers. Et ça, finalement, ça se recroise avec ce que je vous disais. Nous, on essaye d'accompagner chaque quartier dans son développement, que ce soit en termes de production d'espaces verts, d'équipements publics. Et donc, du coup, on voit bien que finalement, il n'y a aucun quartier qui est vraiment délaissé avec des prix qui sont très en dessous. Je pense que la puissance publique est vraiment là en accompagnatrice de tous ces nouveaux habitants et de ces mutations. Maître, alors justement, ces quartiers, citez-nous ces quartiers un peu porteurs où il faudrait vous conseiller peut-être d'investir, ou quels sont-ils ? On a le port, évidemment. Ça reste encore bankable. Hein. Ah oui, Oui. oui, c'est pas fini. Hein. Non, ça va continuer. On a encore beaucoup de potentiel. La Libération qui monte bien aussi. Nice-Ouest. Alors ça, c'est pratique parce que tous les Niçois ne travaillent pas à Nice. Hein, Est-ce que la Libération, par exemple, pour des primo-accédants, ça peut être un bon objectif, par exemple, justement, que c'est un quartier qui se développe, qui est encore pas trop. Ça devient un peu cher aujourd'hui, malheureusement, parce que, en plus, honnêtement, l'architecture est belle. Les immeubles sont de belle qualité. Vous avez des moulures, des hauteurs de plafond. Donc ceux qui aiment l'ancien, ce sont de beaux placements. On trouve encore, ça reste raisonnable, hein, ça reste parce que ce qui se passe aussi, c'est que mais je crois que le groupe Elio en parlera mieux, avec tout le problème de l'environnement oui. et de la performance énergétique, on a quand même pas mal d'habitations qui sont pas aux normes. Donc là, forcément, ça tire un peu le prix vers le bas. Ça va être un instant T, puisque ceux qui achètent vont rénover forcément, et on va à nouveau... Mais c'est un axe de négociation. Ah oui, concrètement. là aujourd'hui, ça l'est. On a des écarts de prix, pour nous donner une idée. Par exemple, un appartement qui n'est pas rénové, la marge de négo, c'est quoi? C'est 10, 15, 20% potentiel? Oh oui, je pense. Ah mais oui. on n'y est pas encore. Hein. C'est là, c'est au 1er janvier 2023 où vous allez avoir pour les étiquettes G, pour l'étiquette G, absolument. De louer. Oui, mais il y en a beaucoup. Enfin, Nice, on n'est peut-être pas trop concerné par rapport à Paris, mais il y a quand même. Moi, je le vois dans mes diagnostics au niveau des ventes. Alors typiquement, ce diagnostic, très honnêtement, pendant les ventes, on passait dessus. Aujourd'hui, on s'arrête. Ouais. On s'arrête pour que l'acquéreur ait parfaitement conscience de ce qu'il fait, et on lui pose bien la question de savoir si c'est pour sa résidence ou si c'est pour un investissement. Si c'est pour un investissement, là c'est certain que la discussion... Et la nouvelle version du DPE, justement, vous savez, après l'erratique, l'erratique premier DPE et donc le second du 1er novembre 2021, est-ce qu'il commence à porter ses fruits? Vous en pensez quoi?
Alors, j'en pense quoi? C'est fiable. Non, mais pour vous, c'est. Je pense que c'est bien, mais. On est mieux. On non, est mieux mais sur la première c'est-à-dire version. que très honnêtement, les DPE avant, puisqu'ils avaient à un moment donné conditionné les octrois des prêts à taux zéro. Oui. Et on savait que selon le diagnostiqueur, vous aviez plus ou moins le diagnostic ad hoc. Bon. Aujourd'hui, c'est plus. On s'arrangeait avec le c'est plus les mêmes diagnostiqueur, enjeux. c'est ça On pouvait, voilà. Ah. Aujourd'hui, l'impact est différent parce qu'il y a une responsabilité derrière. Bah ça, oui. c'est certain. On ne joue plus avec sur le même registre. Mais ce document-là, c'est un référent aujourd'hui, honnêtement. Une question quand même sur on parle beaucoup d'attractivité à Nice, évidemment, la clientèle internationale. Alors, Oui. qui est présent le plus? Quelles sont les nationalités les plus représentées ici à Nice? Alors, en Nice, c'est emblématique en plus. Hein. Ça a toujours été. Ça a une ville, toujours été. Oui. Ah oui, oui. On a toujours eu beaucoup d'Italiens. En fait, Voilà. c'est très lié à la politique extérieure, il faut dire les choses. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que Italiens, la France- Russes aussi Non, mais beaucoup. de manière globale, la France, c'est un pays sécure. Si vous regardez l'état du monde, quel est le pays où je peux m'installer sans me dire il y a une insécurité? Est-ce que ce soit au niveau personnel ou même monétaire, voilà. Donc la France aujourd'hui c'est un pays sécure. Et quand on prend la France dans le pays sécure, qu'est-ce qu'on a comme emplacement? C'est une qui soit valeur attractif? refuge. Oui. Alors on a vraiment, c'est vrai qu'on attire une clientèle fortunée. Parce qu'on a l'art de vivre, le climat, on a l'urbanisme, l'aéroport, je le disais. Donc on a pas mal de clientèle internationale. Alors après, c'est assez fonction de la politique. C'est-à-dire qu'on a eu des années, il y a à peu près 20 ans, où il y avait c'est simple, j'avais des immeubles entiers qui étaient vendus qu'à des Italiens. C'est simple, on se posait même la question de traduire le règlement de copro en italien, parce que on avait que ça, donc on avait vraiment de très très gros investisseurs italiens. Ça a un petit peu changé lié à leur propre économie en Italie, où ils commençaient à être taxés, puis ils considéraient que les charges en France étaient lourdes, que ce soit au niveau des charges, des taxes foncières, etc. Donc en fait, les Italiens ont commencé un peu à reculer. Aujourd'hui, la politique fait qu'on a beaucoup d'Ukrainiens, on a pas mal d'Ukrainiens, de Russes aussi qui sont présents. Et puis après, on a toujours attiré à peu près toutes les nationalités. Hein. La plus grosse partie, ça reste quand même, on va dire, italien, russe aujourd'hui et quelque peu d'anglais. Mais les Scandinaves sont plus dans le Var, en fait. Commentaire, Anne Ramos? Non, je ne suis pas du tout étonnée. Juste un petit complément en disant que je pense que vous allez observer dans les mois qui viennent une ruée sur les quartiers qui sont périphériques au prolongement de la coulée verte. Par exemple, lesquels? Ah, vous voulez noter? Tous les rues Rissot, Gallieni. Ah oui, très bien. Voilà, l'extension de la promenade du Paillon fait que tous ces quartiers, y compris la République derrière, qui n'était peut-être pas encore très monté en gamme, là, c'est sûr et certain. Là, on l'a observé quand on a livré le tramway. Victor Hugo qui était déjà haut, ça a été une révolution. Ça a flambé. Enfin voilà, tous les quartiers où finalement on investit. Qui va jusqu'à l'aéroport, j'ai vu. Voilà. C'est génial. De part et d'autre, d'une ligne de tramway ou d'un équipement comme un jardin de 8 à 9 hectares. Forcément, sur les pourtours, vous allez avoir une montée des prix. Enfin, je crois. Vous nous direz. Je suis d'accord, mais surtout que, en fait, on a aussi deux phénomènes. D'abord, on a aussi beaucoup de retraités, puisqu'on a quand même beaucoup de gens qui réalisent leurs biens et à leur retraite descendent dans le sud. Et leur politique, eux, c'est pas de voiture. Donc les axes deviennent très importants. Et limite, on devient comme les marchés parisiens où on vous dit c'est sorti métro, un tel, etc. Et aujourd'hui, en fait, les retraités, eux, c'est centre-ville. En plus, ils ont un pouvoir d'achat qui est important, ce qui fait que ça maintient les prix assez hauts. Pas de voiture, finalement, le garage, c'est pas important. Et les jeunes, qui se contrefichent aujourd'hui de la voiture. Bien sûr. Moi, je vois autour de moi. C'est un vrai nouvel usage. À la rigueur, ils la louent s'ils doivent. Trottinette, vélo. Oui, la voiture, c'est pas du tout leur souci. Donc les axes, forcément, entraînent le marché immobilier. Merci beaucoup, maître Sabine Debusine. Applaudissements pour maître Sabine Debusine. On est toujours très heureux de recevoir les notaires. Et nous allons passer à la prochaine séquence. Nous allons parler territoire avec Arkea Banque, où nous accueillerons sur le plateau Norbert Fanchon. À tout de suite. Les clés de la ville, parlons territoire avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Où nous allons parler
territoire avec nos collègues d'Arkea Banque. Et c'est Norbert Fanchon, le président du groupe Gambetta, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Norbert. Bonjour Sylvain. Bonjour. Comment ça va Norbert ? Très bien. Voilà, merci d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement. Alors, le groupe Gambetta, quelques mots, implantation nationale. Ouais, une société coopérative, donc ça veut dire que nous appartenons, enfin mon actionnaire, ce sont mes salariés. Donc un promoteur totalement atypique. Et donc avec une mission, c'est loger les actifs en accession, sur toutes les formes d'accession. On va y revenir dans pas longtemps. Et on est présent sur les 6 premières métropoles en France. 1000 logements par an, 170 personnes. Et on a aussi la chance d'avoir 5000 logements en patrimoine. On peut être un promoteur coopératif. Vous faites d'ailleurs partie du réseau Procivis, me semble. On fait partie du réseau Procivis, on fait partie des coopératives HLM, on fait partie de la FPI. La coopération, on va en reparler aussi dans la conception de l'immobilier, c'est historique en France, hein, ça remonte au début du XXe siècle, et on peut faire aussi de l'immobilier en coopération. Alors, première question, j'ai vu 2 projets emblématiques qui m'ont beaucoup plu. Vous êtes sur un projet de copromotion avec Apsis sur l'Arenas, et vous êtes aussi sur une résidence étudiante. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Et j'aimerais avoir votre vision aussi sur ce que j'appellerais peut-être, vous me le disiez hors antenne, mixité d'usage et mixité d'utilisation. Aujourd'hui, les promoteurs sont multiclasses d'actifs, si on peut dire les choses comme ça. Oui, et avant de répondre vraiment à la question, je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu au préalable. Notre métier de promoteur, c'est pas de couler du béton. Mais c'est vrai que ça peut être perçu comme ça par le grand public. Notre métier de promoteur, c'est de répondre à un premier besoin qui est de loger les gens. Et Lionel le rappelait tout à l'heure, on a un déficit de logement en France, notamment dans les métropoles. Et vraiment, notre premier souci, c'est de loger les gens au bon endroit, au bon prix. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, et pour remettre en perspective, les Alpes-Maritimes, c'est le premier département le plus cher de France. Après Paris, bien évidemment, mais devant les Hauts-de-Seine. Donc en fait, ce qui fait que Nice, quand vous parlez d'un prix à 5003, 5005 ou 6000, 6005, je pense qu'on est plutôt au-delà des 6000, c'est pas cher par rapport aux autres villes du département. Donc je pense que c'est important de donner cette échelle-là, et c'est important de rappeler que notre métier de promoteur, c'est de loger les actifs. Pour loger les actifs, plusieurs sujets, plusieurs facilités. Donc nous, dans le groupe Gambetta, on aime bien le BRS, la dissociation du foncier et du bâti. C'est le bail amphithéotique revu et corrigé par Emmanuel Cos. On aime tellement ça qu'on a notre FS en PACA. Alors, il se trouve que j'ai Organisme foncier solidaire. L'organisme qui va porter le terrain. Alors, comme j'ai eu la chance de travailler dans cette région pendant quelques années, que j'ai créé l'agence Gambetta ici il y a à peu près 20 ans, pour moi, c'était important. Qu'on comprenne bien, Norbert, pour le public qui nous écoute. Le BRS, bail réel solidaire, c'est ce qu'on appelle le démembrement de la propriété. Oui. Séparer le bâti du foncier. Est-ce que l'impact de prix, il est réel? Normalement, c'est le cas. Et on nous pose des questions. Vous savez, il y a un grand discours, parce que la France a inventé le droit de propriété, on ne peut pas lui en vouloir. Liberté, égalité, propriété, c'était le premier slogan de la Révolution, avant que ça devienne fraternité. Donc on voit bien que c'est ancré dans la culture de la française, ça vous le savez. Comment on fait pour essayer de généraliser ça? Est-ce que dans le public, ça passe? Quand je suis acquéreur, justement, dans le cas d'un BRS, il y a des conditions de capacité, il y a des conditions de ressources. Comment je fais si je veux le céder, etc. etc. Comment, voilà, pour essayer d'être le plus basique possible pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Quand vous avez un marché immobilier à 6 000 €, vous avez 90% des gens qui sont sortis de l'accession, et de la primo-accession, c'est quasiment 100%. C'est très clair. Le BRS, ça vous fait baisser le prix d'entrée de 30%. Donc nous, on a une opération ça réintroduit des personnes accédantes. On va refinancer des gens. C'est-à-dire que quand le marché est à 6 000, nous, on va vendre à 3 600. C'est ce qu'on va faire aussi dans le terrain du Grand Arenas avec Apsis et Equance. Donc vous refaites revenir des gens dans le marché de l'accession. Après, effectivement, ils ne seront jamais propriétaires du terrain, puisqu'ils vont payer un loyer pour bénéficier du terrain. Et donc, en fait, pour le prix d'un loyer, c'est-à-dire le prix de votre crédit, plus le loyer pour louer le terrain, vous allez vous loger en devenant propriétaire. Alors oui, il y a des contraintes liées à la revente, mais en tout cas, vous pouvez céder votre bail, il se régénère tout le temps, c'est un bail à 99 ans, donc on n'est pas dans le modèle des baux amphithéotiques à la lyonnaise,
ou à l'anglaise. On est vraiment dans quelque chose de pérenne. Et c'est ça qui est très important. Donc on peut capitaliser. On capitalise. Alors on capitalise C'est malheureusement souvent les questions qu'on pas nous sur le pose, prix du donc, marché. voilà. On capitalise sur un indice. En général, c'est l'indice du coût de la construction de l'IRL, donc l'indice des loyers. Mais on capitalise et en fait, on devient propriétaire. Et donc on capitalise une première fois. Et on sait tous que le premier logement qu'on achète, on le revend au bout de 8 à 10 ans. Et ça permet d'acheter le deuxième. Et donc c'est ça le BRS. C'est refaire revenir des classes d'actifs dans l'immobilier résidentiel. Et la métropole y croit, puisque la métropole est actionnaire de notre OFS, de notre organisme foncier solidaire. Et on fait notre boulot de promoteur. Donc, et ça, vous le faites donc à Nice, c'est ça? Oui. Il y a deux opérations emblématiques alors? Alors donc ça, c'est la partie BRS. Je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'était important pour moi de rappeler, on n'est pas là pour couler du béton. On est là pour loger des gens et répondre aux besoins des élus. Et alors on appelle ça maintenant les parties prenantes. Moi, je vais dire les avoisinants. Alors, tous les projets ne permettent pas de faire ça. Alors, il se trouve qu'on a 2 projets emblématiques qui font 10 000 m², plus de 10 000 m². Et pour répondre à votre question, en fait, il faut 3 choses. Il faut un banquier. Si on veut porter des projets de plus de 10 000 m², c'est long, ça nécessite de l'argent. Donc il faut qu'on ait un partenaire financier qui croit en nous, qui croit aux promoteurs, qui croit au projet, qui croit à la ville. Et Arkea fait partie avec 2 autres banques de ces banquiers-là en France. Le troisième, et Madame Ramos le rappelait tout à l'heure avec Lionel Séropian, il faut co-construire. Quand on a notre projet de résidence étudiante à côté d'ici, derrière la promenade des Anglais, Pas très loin. pas très loin, exactement, plus de 400 logements, le discours qu'on a avec la ville... C'est une énorme résidence étudiante. Ah oui, Elle méritait qu'on s'y penche quand même. Et voilà. Et le discours, c'est pas... alors, il est sur la façade, mais ça, c'est classique. Pas que. Voilà, mais pas que. Il est sur l'usage. Alors, vous parliez des locaux vélos, mais pas que. Il est sur comment les étudiants vont vivre dans cette résidence étudiante et comment la résidence, quand vous faites 450 chambres, enfin 400 logements, comment ça se gère. Alors, nous, on va travailler avec les belles années, mais comment les étudiants vont vivre dans la résidence et dans le quartier. Et Madame Ramos va jusqu'à combien il y a de transformateurs, où ils sont sur la façade. Sont-ils situés, sont-ils en façade, parce que c'est pas esthétique. Il y a le socle animé. Aura-t-on un socle animé? Parce que sinon, ça fait des grandes façades où il ne se passe rien. Est-ce que dans ce socle animé, pourquoi pas, on ne pourrait pas faire quelque chose qui ne soit pas un espace commun en tant que tel, mais pourquoi pas un espace de restauration, de brasserie, qui de toute façon servira aux étudiants? Voilà, on essaie de se pencher sur ce genre de choses. Ça peut être aussi un lieu mixte de rencontre. Absolument. J'allais dire, moi j'aime beaucoup ces résidences-là. Vous savez, quand ça me fait penser, je le dis souvent, c'est un peu comme des kibbutz urbains, vous savez. Non, mais c'est vrai, il y a un partage communautaire sympa. C'est pas le close fleuri, quand même. Hein. Mais bon, voilà, c'est des échanges que l'on a eus et je suis vraiment très heureuse de l'aboutissement de ce projet. Dernière question, Norbert Panchon. Excusez-moi, Monsieur Lévy, je finis juste sur le troisième élément qui me paraît important, c'est le partenariat. Nous, on fait du résidentiel. Et pour la ville de demain, effectivement, il faut mixer les usages. Public-privé, vous voulez dire? Non, le partenariat privé. Privé. Pour faire de la mixité d'usage, il faut travailler avec des gens qui savent faire. Donc nous, quand on est sur le Grand Arenas, on imagine un immeuble qui, là encore, s'insère dans son quartier. Donc il faut une base commerciale, il faut des bureaux. On imagine du résidentiel, et dans le résidentiel, on fait du classique en BRS, mais aussi du co-living, parce que le co-living, c'est quelque chose qui est dans tendance et qui est un phénomène mondial. Et donc, on va s'associer avec Apsis, on va s'associer avec Air Nouvelle, Equance, pour proposer à la collectivité le meilleur des projets. Et donc, il y a une banque, de la co-construction, des partenaires. Le sujet, c'est pas que l'innovation technique, c'est pas que... Je sais que c'est important pour les villes, l'environnement, mais on le fait. On peut construire en terre crue, on peut construire en paille, mais l'innovation dans le produit, l'innovation sociale, pour moi, est tout aussi importante. Finalement, vous avez répondu à la question, parce que justement, je voulais vous poser cette question de mixité d'usage et d'utilisation. Vous étiez absolument parfait. Applaudissements pour Norbert Panchon, président du groupe Gambetta. Et nous allons terminer, puisque Anne Ramos nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau pour traiter justement, par exemple, de la rénovation énergétique. Nous allons accueillir pour la dernière séquence nos amis d'Elio pour parler justement des problématiques liées à la rénovation énergétique. C'est tout de suite. Les clés de la ville, bien mieux avec Elio.
Mais c'est bientôt la fin de notre émission. Je suis toujours très triste quand on finit une émission parce que je commençais beaucoup à m'attacher à cette métropole. Mais le mois prochain, d'ailleurs, on va se retrouver à Metz, dans la métropole de Metz, où nous sommes accueillis par François Grosdidier, maire de Metz, et on va parler énergie, rénovation énergétique. C'est bien le sujet du jour, Olivier. Oui, sujet évidemment crucial, très important. Claire Gagnère, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du groupe Elio, alors qui est spécialiste multisecteur de l'efficacité énergétique. On est très heureux de vous recevoir. Après, c'était Reims le mois dernier. On va aborder avec vous ce sujet de la rénovation énergétique et du parc ancien de logement. Peut-être déjà rappeler Elio en quelques mots. Alors Elio, c'est un groupe indépendant français qui œuvre dans l'efficacité énergétique, qui était pionnier sur le marché des économies d'énergie. Et aujourd'hui, on offre nos services aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités locales, pour proposer des solutions de rénovation énergétique, de consommer mieux, consommer moins. Donc on s'adresse à l'habitat particulier, l'habitat collectif, le secteur tertiaire, public, des sites industriels, l'agriculture également, de plus en plus d'ailleurs, et à chaque fois avec un assemblage à la fois d'aide, de financement, de professionnels de travaux pour faire ces fameux travaux, de diagnostic, et on accompagne vraiment le particulier ou l'entreprise dans tout le cheminement au moment où il fait son audit énergétique jusqu'à la fin et la remise en fait des clés de son chantier réalisé. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Vous qui aimez bien délivrer des conseils pratiques. Pourquoi les Niçois feraient-ils aujourd'hui des travaux de rénovation énergétique? Alors, on a parlé du neuf tout à l'heure, mais on a également évoqué l'ancien. Il y a aujourd'hui effectivement un parc important à rénover au sein de la ville. Alors, je vais communiquer quelques chiffres parce que je crois qu'on aime bien parler par les chiffres. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez sur le parc de Nice à peu près 230 000 logements. Et donc à peu près 50% de ces logements sont avec des propriétaires et d'autres avec des locataires. Et on s'aperçoit en fait que sur ce parc résidentiel, presque un tiers des logements sont classés passoires énergétiques. Donc, qui sont dans les... Un tiers, c'est beaucoup. C'est pas mal, oui, c'est beaucoup. Donc il y a du travail. Oui. Tant mieux pour nous, hein. Et pour toute la filière des artisans, effectivement. Mais on avait évoqué tout à l'heure, je crois, sur effectivement des belles bâtisses qui attirent aujourd'hui un nouveau public. Mais ces bâtisses, il faut les rénover. Il faut aussi trouver les financements. Et donc, c'est là où on intervient pour accompagner justement ces rénovations. C'est vrai que vous avez la particularité d'assister, même de faire de l'AMO, d'ailleurs je sais que vous faites aussi de l'AMO, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de A à Z. Exactement, parce qu'aujourd'hui, quand un particulier fait l'acquisition d'une très belle maison ou d'un appartement dans une belle copropriété, mais qui doit être rénovée, la première question qui se pose, c'est est-ce que je vais déjà pouvoir faire cette rénovation ? Combien est-ce que je peux toucher en aide ou en prime, puisqu'il entend à la télé, à la radio, qu'il y a de l'argent, qu'il y a du budget pour faire cette rénovation, mais comment j'y accède à ce budget? Qui va m'aider à le faire? Et donc nous, effectivement, on arrive et déjà on fait avec lui ce premier diagnostic de son habitat, et suivant quelques critères, effectivement, qu'on doit quand même réunir, on est capable de lui dire voilà ce que vous allez devoir faire comme type de travaux. Alors, bien sûr, on pousse vers une rénovation globale, c'est-à-dire que plus on améliore effectivement l'habitat, plus l'économie va être intéressante. Si la maison elle est mal isolée et que vous changez juste la chaudière, vous n'allez pas consommer mieux et consommer moins. Donc on étudie tous les postes possibles d'économie d'énergie. Et on peut lui dire, voilà, si vous changez votre système de chauffage, si vous isolez par l'extérieur, vous isolez les combles, eh bien vous aurez tant d'aides et à la fin, vous consommerez beaucoup moins. Et voilà l'économie d'énergie que vous allez avoir. Alors, il y a les aides, évidemment, à l'échelle nationale, mais il y a aussi des aides au niveau de la métropole. Vous pouvez nous en parler toutes les deux, justement. Non, écoutez, oui, effectivement, on est en devoir d'accompagner tous ces travaux et la métropole a engagé un budget
Voilà, il y a un programme d'intérêt général en lien avec évidemment la région et l'ANA, et des budgets conséquents sont mis à disposition, parce que je crois que c'est de l'ordre de 15 millions d'euros sur 3 années, de manière à accompagner et les particuliers et les copropriétés. Et donc, on est résolument acteur aussi de cet accompagnement, parce que c'est crucial. Par rapport aux enjeux, est-ce qu'il ne faudrait pas aller encore plus loin, parce qu'on se rend compte que, bon... Moi, je trouve que c'est déjà ambitieux, parce qu'aujourd'hui, dans ce fameux programme sur 3 ans, on parle de plus de 700 logements qui doivent être rénovés. C'est long quand même, une rénovation. Pour le mettre en œuvre quand même. Donc il y a à peu près, dans mes chiffres, je vois qu'il y a un peu plus de 500 logements avec des propriétaires, et d'autres c'est du locatif. Donc moi je trouve que voilà, c'est déjà un programme ambitieux, et effectivement c'est 15 millions d'euros. Donc ça va nous permettre. On intervient également dans l'accompagnement de tous les bailleurs sociaux quand il y a une grosse réhabilitation thermique. Voilà, la métropole est aussi là. Donc bon, je pense que on apporte notre pierre à l'édifice, et on est vraiment acteur actif de cette politique, et voilà, c'est fondamental, parce qu'effectivement aujourd'hui la transition écologique passe aussi par là, et les passoires énergétiques sont vous avez cette chance, et en même temps c'est aussi un paradoxe, c'est d'avoir un cœur de ville extrêmement attractif en termes architectural, mais dont certains bâtiments sont de véritables passoires énergétiques au sens propre du terme. Et parfois, les rénovations par l'extérieur modifient les façades. Et c'est vrai que vous faites aussi attention à la mairie, et on peut le comprendre, avec les bâtiments... non seulement on fait attention, mais de toute façon, on est tenu de faire attention, dans la mesure où on avec est les bâtiments, en AVAP. Absolument. Et donc, en étant en AVAP, donc c'est lié au classement à l'UNESCO. De toute façon, l'ABF est en avis conforme de toutes nos décisions. Je rappelle vous avez un architecte conseil aussi à la on a un architecte, on a 2 architectes quand c'est conseils. Possible, vous le faites, mais quand c'est pas possible. Absolument. Et bon, heureusement, il y a quand même des innovations qui sont quand même très intéressantes, y compris dans les centres anciens, historiques. On se rend compte que même les panneaux solaires, au départ, on savait pas trop, on peut les mettre, on peut pas les mettre. Oui. Bon, de plus en plus, on a maintenant des directives de l'État qui enjoignent même à l'architecte des bâtiments de France, qui est le garant quand même de notre qualité patrimoniale, de regarder des innovations, parce que maintenant, on se rend compte que même dans les centres anciens de villages, ces panneaux solaires peuvent être soit comme des ardoises, comme de la lauze. Enfin, ça s'adapte en termes d'esthétique. Donc, il y a plein de mesures qui sont prises, mais oui, effectivement, on est quand même aussi un peu limité dans nos actions, parce que la ville de Nice, je rappelle, le classement à l'UNESCO, c'est 550 hectares qui sont concernés. C'est pas que la promenade des Anglais. C'est considérable. C'est toute la ville à plat, la ville de la villégiature d'hiver. Voilà. Ça a été un travail de longue haleine, d'ailleurs, pour aboutir à ça. C'est combien d'années? Je crois que c'est plus de 10 ans. Oui, c'est une dizaine d'années. Oui, 10 ans pour aboutir. Belle victoire pour le maire. Belle victoire pour notre maire en particulier, parce qu'il s'est énormément impliqué, puis tous les services concernés. Bien sûr. Alors, Claire Gagnère, on va revenir à un cas concret, maintenant d'une rénovation globale à Nice. Alors, on va commencer par le particulier, justement, puisqu'on parlait à la fois de panneaux solaires et d'isolation. Donc, le cas concret qu'on a choisi pour la ville de Nice, c'est effectivement de prendre une maison individuelle avec un couple, un enfant, un revenu annuel d'environ 46 000 €, une petite maison de 72 mètres carrés. Et cette maison est en une étiquette D aujourd'hui, et on va tout faire pour la passer en étiquette A, en réalisant divers travaux. Ah oui, quand même. Ah oui, la ambition. On est ambitieux. Et donc aujourd'hui, alors si on prend le cas de cette maison, on va isoler, on a parlé d'isolation tout à l'heure, on va isoler les combles, les planchers bas, on va mettre en place une pompe à chaleur, et on fait l'isolation thermique par l'extérieur. Tout ça, bien sûr, ça a un coût. Le coût des travaux, c'est 42 000 €. Mais si on commence à regarder toutes les aides possibles, donc bien sûr les aides comme ma prime rénov', mais également les fameux certificats d'économie d'énergie, on arrive à peu près à une enveloppe de 14 300 € d'aide. Donc voilà, le budget... Un gros tiers du budget. Exactement. Et là-dessus, si on ajoute effectivement des panneaux solaires, eh bien, on arrive également à réduire donc la consommation énergétique, et voilà, on arrive quand même donc ça devient très intéressant pour le voilà, je suis convaincu que ceux qui nous écoutent l'ont certainement bien noté, et je rajoute d'ailleurs que grâce à la fois avec votre moteur de recherche, puisque donc sur votre site on a la possibilité de faire des calculs, des simulations qui permettent aussi d'être accompagnés. Je pense que ce qui est le plus important pour ceux qui nous écoutent,
c'est d'y voir plus clair, parce que je peux vous dire que c'est une On galère. a besoin de Oui, transparence il y et on a besoin de confiance. Et justement, ouais, ce qui est pertinent finalement dans votre offre, et je salue d'ailleurs votre action, c'est que vous accompagnez très concrètement, parce que vous en êtes les experts, parce que souvent on est un peu démunis, vous savez, dans ces situations. Et ce que je voudrais simplement ajouter, c'est vrai que ce qui est important également dans le cadre d'une rénovation, c'est de s'appuyer sur des professionnels, des entreprises de travaux. Donc tous ces travaux, donc vous allez, tous les chantiers que vous allez réaliser ici à Nice, eh bien, on va faire travailler les entreprises locales. Et donc les accompagner également à la fois dans le montage en fait de toute la rénovation, mais aussi les accompagner sur les nouveaux dispositifs, d'être aussi eux pédagogues et expliquer à leurs clients les aides possibles. Donc voilà, donc c'est important aussi, c'est un travail en fait vraiment d'assemblage et de s'appuyer sur des professionnels à chaque fois. Bien sûr, il y a un sujet sur lequel il faut vraiment se pencher, parce que c'est quand même un gros tiers pour certaines métropoles, voire plus, c'est l'habitat collectif en rénovation énergétique, Olivier. Oui, tout à fait. Alors là, on a vu avec vous, Claire Gagnère, l'exemple très concret sur l'habitat individuel. Sur l'habitat collectif et notamment les copropriétés, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, tout à fait. Alors avec Elio, on a dans le 06, on a isolé à peu près 1300 copropriétés. Je vais vous donner quelques exemples et des montants en fait que l'on a réalisés. Donc on va prendre sur Nice 160 000 euros d'aide isolation plancher bas à Cocade, 90 000 euros d'isolation de plancher bas à la Californie, on en avait parlé tout à l'heure, 60 000 euros d'aide pour l'isolation de tuyaux d'eau chaude et de chauffage dans le quartier du Port, ou encore 30 000 euros d'aide pour l'isolation de combles perdus à Simiez. À l'échelle d'une copropriété, on est d'accord. Alors, on va prendre un vrai cas, un cas concret d'une rénovation globale d'une copropriété à Nice. Alors, on va prendre une copropriété des années 1975, un bâtiment, 45 logements, une surface habitable de 2700 m², avec un système de chauffage électrique individuel. Donc là, c'est un peu assez typique de la région. Et donc, on est en étiquette F avant les travaux. Et qu'est-ce qu'on a vu comme type de travaux que l'on pouvait faire pour améliorer et passer en étiquette C? C'est isolation des murs par l'extérieur, isolation de la toiture, isolation du plancher bas, et également remplacement des menuiseries et mise en place d'une ventilation double flux. Tout ça, le montant des travaux, on est à 850 600 €, mais comme on a vu au début de la présentation, il y a des aides, effectivement, qui vont permettre de réduire le montant de ces travaux. Donc le nombre total en aide, on est à peu près à 250 000 €. Donc on arrive à un reste à charge de 600 000 € pour rendre cette copropriété d'étiquette F à étiquette C. Merci beaucoup Claire Gagnère. Voilà, restez avec nous sur le plateau. C'est la fin de cette émission. Et d'ailleurs, j'espère que Anne Ramos, on est dans les clous au terme du timing, parce que je sais que vous aviez une inauguration dans quelques minutes et on est ravis de vous avoir eu sur le plateau. Voilà, Nice, c'est pas fini. C'est pas comme Capri. On reviendra ici très régulièrement et on sera avec vous. Alors, on va un peu travailler sur justement notre parcours, notre roadmap national, puisque le mois prochain, Olivier, nous serons en Lorraine. Nous serons à Metz, effectivement, le 13 décembre prochain. Et puis après, on va attaquer 2023 avec Amiens. Et puis on sera en déplacement au Havre en février. Nous irons à Lorient, nous irons à Nîmes et à Annemasse notamment. Voilà, nous sommes les fidèles compagnons du devoir du Tour de France pour l'immobilier. On est ravis en tout cas de passer. Vous savez, Metz, on l'appelle la Venise du Nord. Voilà, la Venise du Nord, c'est très très joli, ça ressemble beaucoup à Bruges, pour ceux qui connaissent. Il y a un canal qui est magnifique, on est ravis. On vous y retrouve le mois prochain, bien évidemment. Le maire François Grosdidier nous fait le plaisir de nous accueillir dans les grands salons de l'Hôtel de Ville. Je voudrais remercier Lorenzo, je l'appelle Il Magnifico, il est juste derrière, c'est notre réalisateur et régisseur. Alexandre Burkhardt, le Viking, c'est le réalisateur caméraman qui a fait les images à Nice, il est toujours au top. Avec Laetitia, notre productrice à Paris, l'ensemble des équipes. Mention spéciale aux équipes du Figaro, Maya, Olivier et toutes ces équipes, toute l'équipe du Figaro, bien évidemment, et qui sont présentes d'ailleurs dans le public. Nos équipes, bien évidemment, de Radio Imo. Mention spéciale pour les équipes de presse de la mairie de Nice qui nous ont fait beaucoup de plaisir à nous accueillir, qui nous ont d'ailleurs invités dans ce lieu emblématique du centre universitaire
Méditerranée. Et enfin, un grand merci à vous, Anne Ramos, Merci de à nous vous. avoir accueillis. On espère vous revoir très souvent sur les plateaux. Applaudissements pour Anne Ramos.